Mesdames, Messieurs, chers collègues, je vous souhaite la bienvenue ce soir pour ce conseil municipal, avec encore quelques contraintes, mais qui semblent un peu s'estomper, et j'espère que la prochaine fois, ce sera peut-être encore moins contraignant. Je salue également les personnes qui nous écoutent et nous regardent sur les réseaux, le site de la ville ou le Facebook de la ville. Et je sais que même à travers le pays, il y a des personnes qui sont présents pour ce rendez-vous. Je voudrais d'abord commencer par la désignation du secrétaire de séance. Je vous propose que ce soit Ernest Conrad qui fasse ce job ce soir. Il n'y a pas d'opposition ou d'abstention, avis contraire. Donc, merci Ernest. Et je te donne tout de suite la parole pour faire l'appel nominal de la liste de présence. Monsieur Hurlet, Jean-Louis. Présent. Madame Gugelmann, Christine. Monsieur René Bandol. Présent. Madame Bernadette Gillot. Monsieur Alexis Himon. Madame Moïse Michler-Nadia. Monsieur Abela Emmanuel. Madame Flaït Martin. Monsieur Parizeau Yann. Présent. Madame Francis Nathalie. Monsieur Belin Thierry. Hatim Bouenda donne procuration à Madame Karine Lehmann, absent, excusez. Madame Brocal Audrey. Devrait arriver. Monsieur Chaparro David. Madame Charton Carla. Madame Chiche Marie-Pierre. Madame Devoile Sophie. Madame Domaine Roche Stéphanie. Et Circuti, absent excusé, donne procuration à Monsieur Jean-Louis Hurlet. Madame Fullenwart Nicole. Madame Eni Fraes Pia. Madame Lehmann Karine. Monsieur Kaya Marcel. Monsieur Moins Jean-Claude, qui donne, absent excusé, qui donne procuration à Monsieur Belin. Nicolas Jacques. Présent. Conrad Ernest, présent. Madame Laforêt Christelle. Présente. Madame Arras Séville. Madame Sivardi Elsa. Madame Delion Nathalie. Monsieur Jeanne Gérard. Monsieur Chimère Gérard. Monsieur Voyer Jean-Pierre. Merci. Donc, nous constatons que le quorum est atteint et nous pouvons donc passer à l'adoption du procès-verbal de la séance du 9 décembre. Il n'y a pas eu de remarques, donc il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Je voudrais vous demander l'autorisation de rajouter, donc Audrey Brocal est présente, ajouter un point. Nous avons eu dans les temps une question écrite de Gérard Chahan qui n'a été, question orale, pardon, de Gérard Chahan qui n'a été transmis que récemment. Donc, si vous m'autorisez à ajouter ce point à l'ordre du jour à la fin du Conseil, donc s'il n'y a pas d'abstention, pas d'opposition, Gérard pourra poser sa question. Une petite remarque qui me vient de Bernadette Gillot, en charge des élections. Il y a 4 dimanches d'élections qui se préparent. Elle vous a demandé de vous signaler au niveau des bureaux de vote. Plus on est nombreux, moins c'est contraignant, puisqu'on peut se relayer au courant de la journée, etc. Donc, si vous voulez bien avoir l'amabilité de lui signaler vos disponibilités ou effectivement s'il y a vraiment une objection pour pouvoir assister, mais qu'elle puisse un peu faire ses emplois du temps pour cette journée-là.
Avant de voir l'ordre du jour, on a toujours la tradition de parler un petit peu de l'Eurométropole. Donc moi, je voudrais juste dire que le 7 février, le lundi, j'ai eu le plaisir de signer la charte concernant les antennes. C'est un sujet, et les ondes, c'est un sujet qui avait un peu animé l'été à Bischheim. Et donc, j'avais pris l'engagement à l'époque d'assurer la plus grande transparence possible. Et donc, nous sommes une des 13 ou 14 communes à avoir signé cette charte. Et en plus, nous avons des installations de capteurs. Nous avons inauguré celui de Oberhausbergen, en dehors de Strasbourg. 3 autres communes sont concernées, Oberhausbergen, Ensheim et Bischheim, où il y aura un capteur installé dans les prochains jours. Ce sont donc des mesures en continu et qui seront mis en ligne et seront donc accessibles à tous les usagers. Mais en plus, il y a aussi des collectes de données dans des écoles primaires, sur 113 écoles de l'Eurométropole, dont la ville de Strasbourg, bien entendu. Et là aussi, 3 communes sont concernées, Schiltigheim, Braunschweig-Gersheim et à nouveau Bischheim. Donc ça aussi, là aussi, les données seront rendues publiques d'ici avril. Voilà, donc tout ça sous l'égide de l'Eurométropole. Mais je tenais à le dire que nous avons respecté les engagements de transparence sur ce sujet. Pour l'autre sujet, les autres sujets, je laisse la parole à Christine Gugelmann. Oui, merci, monsieur le maire. Un premier point, il y a eu le débat d'orientation budgétaire et d'investissement pluriannuel de l'Eurométropole lors du Conseil du 4 février. Les débats ont été intenses et le budget sera soumis au vote du Conseil le 25 mars. Mon intervention de ce soir est de vous apporter plus particulièrement des précisions concernant la délibération que nous avons prise le 17 décembre 2021 au Conseil de l'Eurométropole concernant le projet du réseau tramway entre Strasbourg, Schiltigheim et Bischheim. Nous sommes en effet conscients des questionnements et des inquiétudes légitimes de certains de nos concitoyens et il me semble important de vous préciser ce qui est approuvé à ce jour. La délibération du 17 décembre a arrêté le bilan de la première phase de concertation qui avait été organisée du 15 juin au 30 septembre 2021 et au terme de laquelle le tracé retenu est la variante numéro 1. La variante du tracé N1, telle qu'envisagée, est la suivante. À partir du carrefour entre la place de Haguenau et l'avenue des Vosges à Strasbourg, l'aménagement du tronçon de la M263 suivi de la route de Bischwiller jusqu'à son carrefour avec la rue Hélène Schweitzer, avec une première station à Schiltigheim devant le garage André Citroën, avant de rejoindre la route du Général de Gaulle. Sur la route du Général de Gaulle, il est envisagé 5 ou 6 stations qui seront aménagées en fonction du choix du futur terminus et surtout en fonction de la faisabilité qui sera vérifiée dans le cadre des études ultérieures. Les stations envisagées sont une station au niveau du parking Prévert existant, une station au nord du pont Saint-Charles au sud de la rue de la Paix, une station en face du centre commercial Leclerc et au-delà du centre commercial Leclerc, 1 ou 2 stations sur la route Général de Gaulle et Brumath en fonction du choix de l'emplacement du futur terminus à Bischheim avec réalisation éventuelle d'un parking relais. En ce qui concerne la portion du tracé sur le banc communal de Bischheim, aujourd'hui, il est important de retenir que la localisation du terminus nord et l'opportunité éventuelle de création d'un parking relais seront profondément réexaminées en fonction des études de faisabilité et au travers de différentes solutions alternatives afin qu'il n'y ait peu ou aucun impact sur les propriétés d'habitation bâties. La solution devra rester fonctionnelle pour l'ensemble des modes de déplacement et offrir une bonne qualité des correspondances entre le bus et le tramway. Autre point approuvé dans le cadre de cette délibération du Conseil, il s'agit d'une concertation complémentaire avec le public dont les modalités sont notamment les suivantes. Une plaquette d'information présentant les thématiques du projet à approfondir, annonçant et expliquant la concertation et les modalités d'expression du public sera prochainement disponible. Des lieux de permanence seront organisés et seront accompagnés de registres d'expression.
Le site internet de l'Eurométropole de Strasbourg et une adresse de messagerie dédiée au projet permettra le recueil d'une expression en ligne. Et surtout, une ou plusieurs réunions ateliers avec les représentants des organismes et associations représentatives des quartiers et communes desservies et des usagers seront programmées à compter de ce printemps 2022 sur les différentes thématiques, dont le positionnement et le fonctionnement du futur terminus nord du projet. Il sera donc très important de participer activement à cette deuxième phase de concertation. Nous, élus de Bischheim, resterons très vigilants concernant l'évolution du projet, plus particulièrement l'intégration du terminus sur le banc communal de Bischheim, et accompagnerons au mieux les Bischheimois en vous informant au fur et à mesure de l'évolution du projet. Pour plus de détails concernant ces délibérations, surtout n'hésitez pas à consulter le site strasbourg.eu. Voilà, il me semblait important de vous informer et de vous tenir régulièrement informés, puisque c'est effectivement un point qui préoccupe beaucoup notre commune et où l'Eurométropole s'est engagée effectivement à favoriser la concertation et à être à l'écoute au maximum des remontées qui seront faites. Je vous remercie. Merci. Donc, vous savez que ces interventions métropolitaines se font toujours dans le cadre d'une neutralité la plus totale. Gérard, tu es le troisième représentant de Bischheim. Rien à rajouter, c'était parfait, d'une neutralité totale. Voilà. Nous aurons l'occasion d'en débattre, mais ce n'est pas ce soir, puisqu'on a un ordre du jour assez chargé. Très bien. Merci. Donc, je passe aux différentes délibérations avant de venir au point principal qui est le débat d'orientation budgétaire. Et non, on ne peut pas. C'est un conseil municipal, ce n'est pas une réunion publique. Oui. Bon, voilà, ce sera pour une autre fois, on aura des réunions, on vous invitera. Voilà, donc le premier point, c'est une demande de fonds de concours pour l'école de musique. Vous savez que l'Eurométropole nous demande de solliciter. Donc je vous propose de solliciter ce fonds de concours à hauteur de 20 996 €. Je pense que personne ne peut être contre ou s'abstenir. Je vous remercie. Le point suivant, c'est un avis à donner sur la fusion des consistoires de Strasbourg, de Sainte-Marie-aux-Mines et de Bischwiller, de l'Église protestante réformée d'Alsace et de Lorraine. Donc, il souhaite avoir un avis que je propose de donner favorablement, puisque nous n'avons pas à nous immiscer dans cette gestion. Et donc, Strasbourg, Bischwiller, Sainte-Marie-aux-Mines seront donc fusionnés au sein du consistoire de Strasbourg. Oui, Gérard ? Nous, on s'abstient, on n'a pas d'avis sur la question. Oui, voilà, maintenant, voilà. L'avis est sollicité. Donc, qui est-ce qui s'abstient? Le groupe. Qui est-ce qui est contre? Donc, pour le reste, merci. Le point suivant est un débat, voilà, sur la réforme de la protection sociale complémentaire. Donc, il n'y aura pas de vote. C'est simplement un débat. Donc, si vous permettez, je résume un petit peu la délibération qui est relativement longue, mais que je suppose que tout le monde a lu en détail. Donc, une ordonnance de 2021 a profondément réformé les dispositifs de mise en place et de souscription et de participation financière des employeurs à la protection sociale complémentaire. L'un des apports de cette ordonnance est la mise en place d'une obligation de participation des employeurs publics pour le risque prévoyance et pour le risque santé à partir de 2025-2026. Des décrets doivent préciser les conditions concrètes, pratiques de cette participation employée. Au vu des éléments dont nous avons connaissance, les garanties proposées aujourd'hui à Bischheim répondent déjà à ces conditions. Notre collectivité assure en effet d'ores et déjà une garantie de santé et de prévoyance pour le personnel. Les garanties sont souscrites en convention de participation communale pour le risque santé et par adhésion à la convention de participation départementale proposée par le centre de gestion pour le risque prévoyance. En ce qui concerne la garantie santé, celle-ci s'adresse aux agents actifs, à leurs familles, conjoints, enfants et retraités. Leurs cotisations sont basées sur le plafond mensuel de la sécurité sociale et évoluent selon la garantie souscrite, l'âge, la situation de famille et le régime de sécurité sociale. Les montants de participation de la collectivité couvrant la cotisation des agents sont les suivants. C'est 20 € par mois pour un agent seul et 65 € pour un agent
qui a des enfants, qui a une famille. Et en ce qui concerne la garantie prévoyance, elle s'adresse uniquement aux agents actifs. Le montant de la participation de la collectivité couvrant la cotisation des agents est de 15 € par mois. Les enjeux de la participation financière de l'employeur à la protection sociale complémentaire du personnel sont très importants. En effet, la protection sociale complémentaire des agents constitue un levier d'amélioration des conditions de vie des agents et de la préservation de leur santé. Il s'agit là d'un objectif majeur des politiques de gestion des ressources humaines. Améliorer les conditions de travail et agir en faveur de la santé des agents. La participation financière de l'employeur et la protection sociale complémentaire est une mesure d'action sociale en faveur des agents et de leurs familles. Alors, c'est un débat, j'ouvre le débat. Si quelqu'un veut dire quelque chose, oui, Gérard. Juste, puisque c'est un débat, non, mais c'est un point très technique, mais c'est quand même un point important pour, voilà, pour nos agents, pour les agents de la collectivité et les garanties, les protections et la protection sociale de nos agents. Mais on a régulièrement l'occasion d'en discuter en commission technique. Voilà, ces questions sont abordées et je crois qu'il y a un accord voilà, là-dessus, sur cette manière de faire. S'il n'y a pas d'autres interventions, enfin, vous avez le détail de tout ce qu'on fait et qui est fait en parfaite synergie avec le personnel. Et je salue aussi la directrice adjointe des ressources humaines qui anime le comité technique et le CHSCT, donc, qui est l'organe de discussion. Nous prenons donc acte que nous avons, voilà, on a pris acte et nous considérons que la protection sociale complémentaire constitue un enjeu majeur pour le personnel que la collectivité entend poursuivre pour favoriser et encourager la protection sociale de son personnel. Voilà. Merci. Le point suivant, c'est ce qu'on appelle un ajustement technique du tableau des effectifs. Nous avons volontairement appelé ça ajustement technique puisque, vous le savez, lorsque nous faisons des recrutements ou lorsque nous avons des agents qui réussissent des concours et qui évoluent, eh bien, nous sommes obligés de créer des postes. Nous sommes aussi devant la possibilité, lorsque ces postes ne sont pas finalement utilisés, de les supprimer. Pour les créer, le conseil municipal est compétent. Par contre, pour les supprimer, il faut l'avis du comité technique. Donc, comme c'est simplement des choses techniques, on n'a pas fait exprès un comité technique, mais au prochain comité technique, nous allons proposer la suppression des postes qui ont été créés, qui sont devenus inutiles. Alors, aujourd'hui, vous verrez que nous avons un poste pour le directeur de l'école de musique et de danse. Si vous vous souvenez, la dernière fois, on a créé 4 postes différents pour en trouver un. Eh bien, finalement, ça n'a pas suffi puisque ce n'est pas une filière A, c'est une filière B que nous avons recrutée. Et donc, il fallait créer ce poste. Donc, les autres vont être supprimés la prochaine fois. De même, aujourd'hui, nous avons la responsable du multi-accueil Clé de Sol qui prend sa retraite. Là aussi, nous avons ouvert ça à 4 postes différents. Voilà, 4 niveaux. Et donc, la prochaine fois, on vous proposera, lorsque nous aurons recruté la personne, de supprimer les autres postes. Et puis, pour l'assistante Cositec, là, c'est le cas de la personne qui a réussi un concours. Donc, pour pouvoir la nommer le plus rapidement possible, nous ouvrons le poste aujourd'hui et son ancien poste sera supprimé. Voilà. Est-ce que je peux vous demander si vous m'autorisez à signer tous ces documents? Pas d'abstention, pas d'objection. Je vous remercie. Le point suivant est aussi de nouveau un point de vue technique, recrutement de vacataires. Nous avons délibéré le 30 novembre dernier, mais nous avons notre trésorier, je crois, qui est méticuleux. Et donc, nous n'avions pas mis la majoration de 10% des congés payés, qui est dans la loi, et donc, mais il tient à ce que ce soit dans la délibération. Et nous avons aussi dû préciser les besoins spécifiques, donc cours des Beuclins, délivrance d'animation sportive boxe et AESH. Voilà. Donc, c'est la même délibération, simplement avec des précisions complémentaires. On peut l'adopter. Oui, Gérard, Charles. Oui, enfin, c'est dommage, c'est des questions techniques, mais on n'avait pas la délib en commission finance, celle-là. Donc,
pour avoir une idée sur la durée de travail moyenne par semaine des postes de vacataires. Et puis une question parce qu'il y a quand même des écarts de rémunération extrêmement importants entre la question du vacataire sur la sportif et les autres. Alors, c'est vraiment que quelques heures. Maintenant, on peut, si vous le souhaitez, je proposerais que dans le compte-rendu, on y réponde. Bien entendu, pour la boxe, c'est encore beaucoup moins d'heures, mais c'est quelque chose de très technique. Voilà. Donc, on vous précisera, si vous en êtes d'accord, le nombre d'heures que sont concernées. On peut considérer comme adopté, personne n'est contre, personne ne s'abstient, je vous remercie. Alors le suivant, c'est une motion, je vous propose, une motion sur le temps réel de travail. Alors vous savez que nous avons il y a quelque temps mis à jour le nombre d'heures de travail, et c'était une mission assez difficile et que nous avons réussi à mener avec l'accord des salariés en ajustant un certain nombre de choses. Et donc, nous sommes partis sur ces 1593 heures de travail qui résultent d'un simple calcul. Le national, c'est 1607 heures. Et comme nous, en Alsace-Moselle, nous avons 2 jours fériés, nous avions considéré, c'était d'ailleurs le descriptif de la Chambre régionale de la Cour des comptes qui nous avait aligné sur ce sujet et qui nous avait imposé, enfin qui nous avait proposé ce décompte. Et aujourd'hui, la préfecture nous dit non, finalement, c'est pour toute la France pareil, donc il faut que nos salariés récupèrent d'une façon ou d'une autre, puisque je ne pense pas qu'on ouvrirait la mairie le vendredi saint et que tous les services techniques travaillent le vendredi saint, c'est pas possible, mais disons globalement, ils devraient. Alors là, j'y suis. Alors autant nous avons travaillé pour que, dans un premier temps, on arrive à ces 1593 heures, et je remercie l'ensemble des salariés, et d'ailleurs les membres du comité technique, on a travaillé, Gérard, tu étais avec nous là-dessus, et je crois qu'on a fait un excellent travail, mais là, trop c'est trop. Donc moi, je suis absolument opposé à ce que ces 2 jours soient décomptés. Il m'a été dit à un moment donné, oui, mais ça peut aussi tomber sur des jours samedi, jours dimanche. Bon, moi, je vois mal le vendredi saint tomber un samedi ou un dimanche. Mais voilà, donc c'est des jours qu'il faudrait trouver. Donc, je vous propose simplement de demander qu'il soit tenu compte du droit local Alsace-Moselle et que soit respecté, dans le cadre du calcul de la durée annuelle de travail, le droit de nos agents aux 2 jours fériés locaux supplémentaires, et de demander donc que la durée annuelle de travail de nos agents soit maintenue à 1593 heures. C'est une motion que beaucoup de conseils municipaux ont pris. Est-ce qu'on peut y aller? Christelle Laforêt. Oui, juste par rapport au mot employé, tenu de s'y soustraire. Non, je veux dire, c'est le droit local qui prime ici en Alsace-Moselle, donc voilà, c'est tout simplement. Il faut juste que le reste de la France respecte notre droit local. Merci. Est-ce qu'on est unanimement d'accord pour cette motion? Je vous remercie. Le point suivant, c'est une convention financière avec l'association Livre. Donc l'association Livre, vous vous souvenez qu'en 2021, nous avons renouvelé pour la période de 2021-2023 la convention d'objectifs. Donc il faut en plus rajouter à cette convention d'objectifs une convention financière annuelle, donc qui est la même que celle que nous avions déjà prise l'année dernière et qui attribue donc une subvention de 40 000 € à cette association. Pas d'objection, pas d'abstention, je vous remercie. Nous avons également une convention financière avec la Fédération des MJC. Là, nous avions longuement discuté là-dessus. Nous avions également, je crois, une commission réunie pour présenter cette action. Et donc, la convention de partenariat a été signée l'année dernière. Et donc, pour 3 ans, 2021-2024, dans la délibération, on vous rappelle un peu l'objectif de cette convention. Et donc, le montant financier qui est adossé à cette convention est donc de 132 767 €, donc sur la base d'appels de fonds trimestriels
pour financer les opérations que nous avons définies avec la Fédération des MJC. Y a-t-il une objection, une abstention? Je vous remercie. Ensuite, engagement des communes dans le programme Acte 2, Ami Sequoia. L'Eurométropole a candidaté au programme Acte 2 proposé par la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, et plus particulièrement à l'appel à manifestation d'intérêt Sequoia. L'objectif est de permettre à toutes les communes de l'Eurométropole de bénéficier de financements et d'accompagnement technique dans le cadre de la rénovation énergétique des bâtiments publics communaux. Donc Bischheim souhaite participer à ce programme et réaliser un audit énergétique de bâtiments. Donc on a retenu 3 bâtiments qui sont le parc des sports, le centre technique municipal et le multi-accueil, la clé de sol. Ces équipements ont été repérés avec l'aide de l'Agence de climat. L'aide financière apportée par ce programme Acte 2 s'élèvera à 50% du montant des études et la ville souhaite également solliciter une assistance à maîtrise d'ouvrage pour la mise en œuvre du décret éco-énergie tertiaire, définition des besoins, identification des bâtiments concernés, recherche et remontée des données de consommation sur la plateforme Opéra. Elle s'inscrira dans le cadre d'un marché global que portera l'Eurométropole pour les communes qui seront intéressées. L'aide financière apportée par le programme s'élèvera à 50% du montant du marché groupé. Là, je vous ai résumé un peu la délibération et peut-être de manière un peu plus digeste que ce qui était écrit là-dessus. Donc la délibération, c'est simplement que le conseil municipal souhaite engager la ville dans ce programme Acte 2 porté par l'Eurométropole et sollicite l'accompagnement proposé et les aides financières prévues. Je pense qu'il n'y a pas d'objection et pas d'abstention. Je vous remercie. Une petite délibération concernant un projet de jardin partagé. Alors, c'est un collectif d'habitants de la rue des Abeilles qui prévoit d'installer un jardin partagé sur une surface d'environ 100 mètres carrés. C'est à l'angle dans la rue des Abeilles. La région a accepté ce financement dans le cadre du dispositif appelé Appel à initiative citoyenne en faveur de l'environnement et conditionne donc son aide à un apport complémentaire de 20% de la ville. 80% la région Grand Est et 20% la ville. Le projet global est estimé à 6 500 €, ce qui fait que, en tenant compte des, je crois, 5 200 de la région, la ville devrait y participer maximum à hauteur de 1 300 €. Bon, c'est une belle initiative pour un coût raisonnable, hein, de toute façon. Donc, je vous propose d'approuver donc cette hauteur de 20%, limite 1 300 €. C'est un projet qui est engagé par Madame Hugelet, qui est donc la représentante de ce collectif d'habitants de la rue des Abeilles. Il faut dire que ce collectif est déjà actif dans la matière de récupération, de compostage, etc. Donc, ils ont déjà montré leur preuve. Gérard Chahane, monsieur le conseiller régional. Oui, merci, monsieur le maire. Non, mais c'est une belle initiative et c'est bien que voilà, la région finance ces initiatives citoyennes dans le cadre de l'environnement. J'espère juste que ce n'est pas simplement une compensation pour les jardins disparus de la rue de l'Aigle, parce que ce serait un peu faible comme compensation. Voilà. C'est une ironie tout à fait sympathique, mais disproportionnée par rapport à l'enjeu des deux objets. Pas d'abstention, pas d'objection, je vous remercie. Rapport suivant, c'est la cession complémentaire d'un terrain entre l'avenue Périgueux et la rue Gabriel Colette. Vous savez qu'en juillet 2021, le conseil municipal a autorisé la cession à la société ICA de promotion dans le cadre du projet appelé SICOP de ce terrain qui avait été en son temps déclassé du domaine public. Et l'ensemble de ce terrain avait été grevé d'un art qui n'était pas prévu dans la première mouture de la vente. Finalement, le promoteur s'est rendu compte que c'était une erreur et qu'il voudrait quand même acquérir cette espèce de délaissé. Voilà. Donc, il vous est donc proposé que cet art de terrain soit cédé au montant de 42 000 €, qui était le montant qu'on avait déduit de la valeur globale. Donc, c'est simplement un complément de cession de ce terrain. D'accord, pas de problème, pas d'objection, je vous remercie.
Le rapport suivant est aussi un rapport de simplification qui est de quelque chose qui est assez complexe. Donc, cession des locaux situés rue du Fossé-Neuf, rue Jean Jaurès et rue Robert Kieffer. Ce U sur ces 3 rues est donc ce qu'on appelait le Nives, qui était dans un état de délabrement avancé. Je me souviens quand André Kleinmosser est arrivé à la mairie de Bischheim, et nous avons donc trouvé la possibilité, avec CUS Habitat de l'époque, appelé maintenant OFEA, d'acquérir et de faire de véritables logements sociaux dignes de ce nom à cet endroit. C'était un petit peu difficile de trouver cet équilibre, surtout que les rez-de-chaussée, le bailleur social avait quelques difficultés de les rentabiliser. Et donc, l'arrangement qu'on avait trouvé avec la ville, c'est que la ville achète le rez-de-chaussée, et donc le bailleur social le reste et pour ses travaux. C'est-à-dire que depuis cette période, il y a une espèce de copropriété qui se fait entre la ville et OFEA pour cette proportion de répartition de l'immeuble. Le rez-de-chaussée étant composé de plusieurs lots qui sont propriété de la ville de Bischheim, un local où il y a le SAF, le service d'accueil familial, de 88 mètres carrés, le deuxième qui accueille le multi-accueil, 124 mètres carrés, et un local de 52 mètres carrés dont nous n'avions pas directement de besoin, donc on l'a loué à plusieurs sages-femmes qui sont des locataires de la ville, et un petit local de stockage, etc., voilà, qui présente encore une situation particulière parce qu'il est identifié au livre foncier comme une entrée couverte, un hall, enfin, donc c'est avec quelques complexifications. Donc on est en train d'essayer de régler ce problème, surtout que OFEA veut faire des travaux extrêmement importants dans l'ensemble de ces immeubles. Et donc, il est proposé, pour simplifier, que OFEA reprenne la pleine propriété de l'ensemble et loue à la ville de Bischheim les locaux dont elle a effectivement besoin. C'est-à-dire que le local qui est loué aux sages-femmes le sera directement par OFEA, puisqu'on n'a plus besoin d'être sous-locataire, et que les 3 autres locaux, sachant qu'il y a encore le local qui était anciennement en débit de tabac, qui était resté à OFEA, mais que la ville louait. Donc il continuera à le louer. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque de la vente, le tabac existait et que OFEA encaissait le loyer. Donc ce n'était pas la peine que la ville le rachète. Donc voilà, donc cette complexification, sachant aussi, et puis ça ceux qui sont en copropriété le savent, c'est que lorsque des travaux sont engagés, c'est le copropriétaire qui doit les payer. Et la part de travaux qui pourraient nous revenir sur l'ensemble du projet est de l'ordre de 290 000 € hors taxe. Donc si nous restons propriétaires, nous sommes amenés à payer ces 290 000 €. Même étant donné que les décisions ont été prises avant une éventuelle cession, OFEA pourrait aussi nous réclamer cette partie-là. Donc la proposition qui a été faite, c'est que OFEA paye ses locaux un prix un peu moins cher que ce que les domaines ont estimé s'il n'y avait pas eu ces contraintes. Donc les domaines ont estimé l'ensemble à 355 000 €. OFEA propose de les racheter à 260 000, sachant qu'ils font leur propre affaire de l'intégralité des travaux, c'est-à-dire ne facturent rien à la ville, c'est-à-dire rien des 290 000 €. Voilà. Donc, c'est un calcul que OFEA fait et je pense que ça simplifiera les choses, sachant que les baux de location seront de l'ordre de 10 € le mètre carré, ce qui est aussi très correct puisqu'il y a des économies d'isolation, de chauffage, etc., d'isolation aussi, sécurité par rapport aux bâtiments, aux appartements qui sont au-dessus, puisque vous savez que s'il y a des établissements recevant du public, il faut une étanchéité au feu, etc. Donc tous ces travaux seront faits. Et donc aujourd'hui, il vous est proposé de céder l'intégralité de ce que nous avons au rez-de-chaussée de ce bâtiment, d'en faire le seul propriétaire OFEA, d'être le locataire d'OFEA aux conditions que je vous ai dit,
d'encaisser une somme de 260 000 € pour cette vente, et en sachant que l'économie que nous faisons, c'est de ne pas payer les 290 000 €. J'ai essayé d'être un peu clair dans un dossier. Je pense qu'on simplifiera beaucoup de choses. Et Ophéa est très d'accord, très intéressé. Pas d'opposition, pas d'objection. Je vous remercie. Alors aussi une délibération technique qui est très, très simple. C'est la durée d'amortissement des immobilisations. Donc vous avez un tableau qui date de 2001, qui vous est joint. Et ce tableau de 2001, il manquait une ligne qui, sur la première page, c'est construction, immeuble de rapport. Et on n'avait pas défini quelle était la durée d'amortissement de cet objet, de ces constructions. Alors, nous avons proposé les 20 ans, qui est une chose. Alors, juste pour préciser que ça n'a pas une importance stratégique, puis, enfin, une importance considérable, disons, c'est que les biens qui sont acquis avant le 1er janvier 1996 ne rentrent pas dans ce calcul d'amortissement. Et les 3 biens qui pourraient y rentrer, c'est le parking Leclerc et l'immeuble 25 rue Nationale, mais ces 2 objets sont d'avant, donc on n'en tient pas compte. Et le seul bâtiment qui est à amortir, qui a été acquis en 2013, c'est le 10 rue du Général Leclerc, le salon Abonné 2, qui rentre dans le cadre de la DUP de la rue Leclerc. Bon, mais pour l'instant, il existe encore. Donc, nous vous proposons donc de rajouter cette ligne. Et pour simplifier, pour ne pas avoir à rechercher ultérieurement trop longtemps, plus de 20 ans en arrière, on vous propose donc de remettre intégralement le tableau pour oublier ce qui était avant. Donc, on aurait juste pu mettre la ligne, mais on préfère mettre le tableau pour que les services finances n'aient pas à faire des recherches au cas de questions. Je pense qu'il n'y a pas d'objection, pas d'opposition. Et puis, nous avons une communication sur les marchés. Alors, elle est un petit peu plus fournie que d'habitude. Vous avez donc sur la première page quelques marchés de services et de fournitures pour la restauration, l'électricité, les masques, les contrôles des horodateurs, etc. Mais les marchés les plus importants sont donc les 2 projets en cours que sont le sapin vert et l'école Atome. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, nous devons donc prendre acte de cette communication. De toute façon, ces 2 projets, nous les évoquerons tout à l'heure dans le débat d'orientation budgétaire. On peut prendre acte. Je vous remercie. Et donc, après avoir passé tous ces points un peu techniques, nous passons donc au plat de résistance, voilà, qui est le DOB-ROB, débat d'orientation budgétaire, rapport d'orientation budgétaire. Alors, j'ai quelques mots d'introduction. Donc, il y a dans ce rapport des éléments généraux liés au contexte international, national, régional. Ça a été transmis, nous n'y reviendrons pas. Je voudrais simplement remercier dès à présent les services parce que, ayant vu quelques débats d'orientation budgétaire dans d'autres collectivités, ils étaient de loin pas aussi fournis et aussi détaillés que ce que Sandra Schmidt, la directrice des finances, l'adjoint René Bandol, et la directrice générale et l'ensemble des services vous proposent ce soir. Donc, je la remercie et je pense que vous verrez au fil du débat qu'elle a fait un travail très détaillé. Donc, en introduction, je vais vous présenter les éléments réglementaires du rapport d'orientation budgétaire et du débat d'orientation budgétaire, vous communiquer quelques chiffres clés en matière de dette, de budget, de personnel, et vous exposer les impacts et les contraintes liées à la réforme de la taxe d'habitation, donc avant de céder la parole à mes autres collègues pour les points suivants. Alors, le rapport d'orientation budgétaire est un document présenté sous forme de rapport qui statue de l'état des orientations budgétaires d'une collectivité locale. Le ROB, comme on l'appelle, doit comprendre le plan pluriannuel d'investissement,
la fiscalité locale avec les évolutions de taux possibles, le contexte économique avec les orientations de projets de loi de finances et les dotations de l'État, la gestion et la structure de l'endettement avec la présentation des différents ratios et indicateurs sur la capacité de désendettement, d'endettement et d'autofinancement de la commune, et enfin l'analyse rétrospective de la gestion financière de la collectivité. En clair, il doit permettre d'adapter le budget d'une collectivité territoriale grâce à des évolutions prévisionnelles concernant ses dépenses et ses recettes. Le débat d'orientation budgétaire, ça c'était le rapport, le débat d'orientation budgétaire est obligatoire depuis la loi NOTRe en 2015. Il doit être appuyé par un rapport d'orientation budgétaire et les deux documents sont donc complémentaires. Le DOB, le débat d'orientation budgétaire, permet aux conseils municipaux d'obtenir plus d'informations sur la capacité financière de la collectivité et de prendre les bonnes décisions budgétaires. Alors, quelques chiffres clés, notamment sur la dette, quelque chose qu'on avait souvent l'ordre du jour dans les années précédentes. Fin 2012, la dette de la ville de Bischheim par habitant s'élevait à 1 248 €, nettement au-dessus de la moyenne de la strate. Fin 2021, cette dette a baissé de 42%, s'élève à 715 €, soit 130 € de moins que la moyenne de la strate. Les efforts de gestion qui ont été réalisés étaient absolument nécessaires pour dégager à nouveau des marges de manœuvre afin de pouvoir réaliser maintenant de nouveaux investissements. Cette saine gestion nous permet à présent d'envisager sereinement l'avenir et de réaliser effectivement de nouveaux emprunts. En 2021, premier emprunt de 1,7 million a été mobilisé pour la réalisation de l'école Atome et en 2022, un nouvel emprunt de 2,5 millions sera proposé au budget primitif, ce qui est décrit tout à l'heure. Alors, les dépenses courantes de fonctionnement et les charges de personnel. Des efforts de gestion étaient réalisés sur l'ensemble des dépenses de fonctionnement, tant sur les charges à caractère général que sur la masse salariale. Pour ce faire, nous avons mutualisé et réorganisé l'ensemble des besoins et des services. Nous avons privilégié les compétences internes par le biais de la mobilité ou par le biais de la formation. Nous avons renforcé la qualité de vie au travail, notamment par l'instauration du télétravail. Nous avons évalué les remplacements au cas par cas en tenant compte du glissement vieillesse-technicité. Et de fait, par la crise sanitaire, certains recrutements ont été volontairement réalisés plus tardivement, puisque, notamment dans le domaine de la culture, puisqu'il n'y avait pas de programmation à faire. En chiffres, les charges à caractère général ont baissé de 5% entre le budget primitif 2020 et 2021 et de 2% entre le budget primitif 2021-2022. Les charges de personnel ont baissé de 2,24% entre le budget primitif 2020 et 2021 et sont maintenues en l'identique entre le budget 2021 et le budget 2022. Enfin, un mot sur les impacts de la réforme de la taxe d'habitation. La loi de finances pour 2020 a entériné la suppression définitive de la taxe d'habitation sur les résidences principales pour l'ensemble des contribuables à l'horizon 2023. Depuis 2021, les communes bénéficient du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui revenait avant au département. L'écart existant entre la taxe d'habitation disparue et la part départementale de la taxe foncière est compensé par le reversement par l'État de frais de gestion à l'aide d'un coefficient correcteur calculé pour chaque commune afin d'assurer la neutralité de la réforme. Cependant, les calculs de compensation ont été réalisés en référence aux bases des années antérieures à 2020 et le taux de la taxe d'habitation ainsi gelé fait craindre une perte de dynamique de l'impôt. La réforme a indubitablement des effets sur le long terme. Elle va accentuer l'effet ciseau entre les dépenses et les recettes de fonctionnement, réduire dans la plupart des cas le produit tiré des résidences principales par rapport à la situation actuelle, amplifier les retombées des nouvelles implantations économiques et du développement des résidences secondaires, supprimer tout impôt sur les logements sociaux et donc compenser de manière transitoire l'implantation de nouveaux logements sociaux. Et enfin, limiter l'autonomie fiscale, car le seul pouvoir de taux restant est celui de la taxe foncière. Il a souvent été reproché à Bischheim que le taux de la taxe foncière soit élevé. Pour plus de lisibilité, je vous fais un tout petit rappel sur la base, mais le taux, mais aussi sur la base.
puisque le produit fiscal est un calcul entre le taux et la base. Alors, je prendrai 3 chiffres, pour faire les 33 communes. En 2022, les taux pour Bischheim, incluant l'ancien taux municipal et le taux départemental, est de 36,84%. Schiltigheim, qui était pas mal en dessous, a augmenté et il sera cette année à 33,74%. Un peu en dessous, mais pas très loin. Strasbourg a augmenté l'année dernière et se situe à 37,44. Donc nous sommes légèrement en dessous de Strasbourg. C'est juste par comparaison, hein, je ne fais pas de calcul. Par contre, il faut voir les bases moyennes, c'est-à-dire sur le montant sur lequel s'appuie ce taux. Bischheim, la base moyenne, c'est 1018. Schiltigheim, 1461. Et Strasbourg, 1338. Ce qui fait que le calcul du produit par habitant, par foyer, est de 375 € en moyenne à Bischheim, de 493 à Schiltigheim et de 501 à Strasbourg. Donc c'était simplement, on n'ouvrira pas de débat là-dessus, mais l'impression de taux le plus élevé doit être pondérée par des bases. Effectivement, quand on dit que Bischheim n'est pas la commune la plus favorisée, c'est bien la preuve, c'est que nos bases ne sont pas parmi les plus élevées. Voilà, on voit bien la strate des logements, des maisons, etc. Alors en conclusion, et malgré la conjoncture économique de plus en plus contrainte, c'est grâce aux efforts de gestion réalisés ces dernières années que les indicateurs financiers de la ville de Bischheim sont au vert et nous permettent d'accomplir des investissements, donc en matière d'éducation avec l'école Atome, en matière de culture et d'animation, la réhabilitation du sapin vert, en matière de sport, pour la rénovation du gymnase du Ried, et donc ces investissements, tous un objectif commun, développer, favoriser le bien-être des habitants de Bischheim. Voilà, je m'arrête là et c'est René Bandol qui suit. Mais je vais repasser la parole au maire pour le sapin vert. Ah oui, c'est déjà, voilà. Oui. Donc ma dernière intervention après les réponses aux questions. Le sapin vert, oui, j'ai le privilège de pouvoir le présenter rapidement. Donc les travaux ont démarré en 2021 avec des opérations de curage, des amiantages et des plombages. En décembre 2021, ont commencé les opérations de démolition de la partie arrière du bâtiment qui devait être démoli pour permettre la reconstruction. Alors, je dois aussi vous dire que malheureusement, du fait de la crise sanitaire, l'augmentation des coûts des matériaux, les coûts de construction, les coûts de main-d'œuvre, etc., tout cela a enregistré, nous avons engendré une hausse, ça c'est sur l'ensemble des chantiers qui sont faits à l'heure actuelle, de 30% par rapport à l'estimation, c'est-à-dire c'est une augmentation de 900 000, 1 million, enfin... Et on n'est peut-être pas au bout. Voilà. Bon, c'était quelque chose que malheureusement l'ensemble des collectivités subissent à l'heure actuelle, mais aussi les privés. Et avec les événements des dernières heures, c'est pas prêt pour s'améliorer. Donc on a signifié les marchés, c'est ce qui vous a été présenté. Il y a 2 lots qu'on a attendu un peu. Alors il était prévu sur la partie arrière, la partie de nouvelle, un bardage en bois brûlé, qui est quelque chose... Voilà. J'ai vu que ça a été mis en place dans un magasin de Biocop là, à côté, donc c'était un petit peu cela. Ça a un coût assez important, moins de coûts d'entretien après, mais important. Donc on s'est laissé un peu le temps de voir si on devait trouver autre chose. C'est l'image ensemble du projet qui prendrait un coup, mais bon, enfin voilà. Donc c'est le seul qui n'a pas été... et les aménagements extérieurs, mais ça on verra pour le parc, l'espace vert extérieur. Voilà. Et maintenant, je cède la parole à... Je crois que c'est Bernadette Gillot. Oui, c'est Bernadette. Le projet de réhabilitation de l'école Atome au cœur du quartier du Guirbaden a démarré courant de l'été 2021 avec des travaux préparatoires et le terrassement pour la phase 1, construction de la nouvelle école maternelle et de la restauration scolaire.
Depuis le mois de septembre 2021, l'entreprise de gros œuvres Dicker travaille sur site. Le vide sanitaire est construit et le rez-de-chaussée est en cours d'exécution. Les travaux de gros œuvres dureront encore jusqu'au printemps 2022. Puis les entreprises de seconde œuvre pourront commencer leur action. À l'exception du lot carrelage, l'ensemble des marchés a été notifié en juillet 2021. L'impact de la crise n'était pas aussi fort qu'à ce jour. Aussi, seul le phasage des montants est prévu à ce jour pour cette opération. Alors, rappel des différentes phases de travaux. Phase 1, été 2021 au premier semestre 2023, construction de l'école maternelle et de la restauration. Phase 2, été 2021 au premier semestre 2023, deuxième semestre 2024, réhabilitation et agrandissement de l'école élémentaire. Phase 3, deuxième semestre de 2024 jusqu'au premier semestre de 2025, réalisation des espaces extérieurs et réaménagement de l'allée Blaise Pascal. Juste me permettre une petite remarque sur ce projet. L'ouverture des plis a permis de respecter à peu près les prévisions. Donc, initialement. Par contre, nous ne sommes pas à l'abri de difficultés d'entreprise qui ne pourraient plus exécuter au prix auquel ils avaient soumis. Donc, on n'est pas à l'abri d'avoir encore des surprises. À l'état actuel, non, mais voilà, peut y avoir, malheureusement. Voilà. Et Bernadette continue, je crois, sur le projet suivant. Avec le projet Prunelier, la réflexion sur le quartier ouest de la ville, dans le cadre du nouveau programme de renouvellement urbain, la ville de Bischheim étudie la réhabilitation et l'extension du groupe scolaire des Pruneliers, intégrant un espace de restauration scolaire et une salle d'évolution. Une première étude de faisabilité datant de 2018 avait permis de solliciter l'ANRU. Nous travaillons depuis à concevoir un projet équilibré entre continuité de fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires et les acquisitions foncières calendrier ANRU. C'est pourquoi nous avons à nouveau fait appel cette année au bureau d'études section urbaine pour affiner notre faisabilité. Cette étude a apporté l'hypothèse de conserver certains bâtiments pour les réhabiliter, puis de les étendre au lieu de démolir et reconstruire. Cette possibilité nous a paru intéressante parce qu'elle s'inscrit dans une démarche plus durable et permet de limiter les acquisitions foncières. Nous avons mené une étude de structure diagnostiquant l'existant et une étude géothermique. Les conclusions de ces études sont rassurantes et nous permettent de poursuivre dans cette voie. Cette nouvelle faisabilité a permis de repréciser le coût global de l'opération, qui est à présent estimé à 17 millions toutes taxes comprises, valeur en juin 2021. Une fiche analytique de transfert modificative a été déposée en ce sens auprès de l'Agence nationale de rénovation urbaine, c'est-à-dire l'ANRU, qui continue de nous suivre sur ce projet. Pour respecter les contraintes calendaires imposées à ce jour par l'ANRU, jalon de démarrage au plus tard en décembre 2026, nous prévoyons une amorce de travaux de 500 000 €. Le reste de l'opération sera réalisé au cours du prochain mandat. Merci. Et nous continuons par rapport aux gros investissements, comme je l'avais annoncé, c'est les gymnases. C'est Nathalie Francis qui... Voilà. Le micro. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Alors, nous allons commencer par le gymnase du Ried. Un petit rappel du contexte. La loi du 30 décembre 1966 relative aux communautés urbaines restait silencieuse sur les équipements annexes aux établissements d'enseignement. Cependant, la CUS a eu la volonté d'accompagner la construction d'un établissement du second degré sur son territoire par des équipements favorisant l'enseignement de l'éducation physique et sportive. 25 gymnases ont été réalisés dans ce cadre.
La compétence communautaire concernant les gymnases est devenue métropolitaine à compter du 1er janvier 2015, et ce en vertu des nouveaux principes posés par la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 et la loi NOTRe du 7 août 2015. Ces nouvelles dispositions présentent l'intérêt de pouvoir reconsidérer la compétence de l'Eurométropole en matière de gymnase. À la suite d'une concertation avec les élus, les gymnases ainsi que les équipements sportifs de proximité n'ont pas vocation à demeurer d'intérêt métropolitain. La délibération cadre du Conseil de l'Eurométropole du 29 juin 2018 prévoit donc 2 possibilités de transfert aux communes. Soit un transfert après mise aux normes sous maîtrise d'ouvrage Eurométropole, soit un transfert dans le cadre d'une maîtrise d'ouvrage communale sur la base d'un projet d'amélioration fonctionnelle avec une participation financière de l'Eurométropole prenant la forme d'un fonds de concours. La ville de Bischheim a opté pour la seconde option. Le montant plafond du fonds de concours indiqué dans la délibération cadre de l'Eurométropole était de 620 000 €. En 2020, l'étude de faisabilité répondant à l'ensemble des besoins, notamment ceux du collège, chiffrait les travaux à 7 millions d'euros. Dès lors, la ville s'est rapprochée des éventuels subventionneurs, l'État, la région, le département et l'EMS. Les participations alors annoncées, à savoir 620 000 € pour l'EMS, 1,5 million pour la CEA, ont conduit à revoir la programmation initiale. Cette étude a été reprise courant 2021 afin de répondre aux nécessités d'évolution et de rénovation du bâti en intégrant l'aspect environnement et énergétique, aux besoins des associations bischheimoises, aux besoins des élèves du collège habitant la ville de Bischheim, soit environ 50% des effectifs. Ce nouveau projet ne tient cependant pas compte des besoins complémentaires du collège qui relèvent de la compétence de la CEA et dont 50% des effectifs sont des élèves de la ville de Eunheim. Ce nouveau projet, qui s'élève à 4 millions d'euros, a été présenté au service de l'EMS, actuel propriétaire du gymnase. En 2022, seront effectuées les démarches devant conduire à la reprise foncière. Il conviendra d'en définir précisément les conditions et notamment de fixer le montant du fonds de concours pour les travaux de remise aux normes. En effet, le coût de remise aux normes s'avère, d'après l'étude de faisabilité menée par la commune de Bischheim, bien plus important que le chiffrage initial de l'Eurométropole. La collectivité européenne d'Alsace est également sollicitée pour le financement, en ce qu'une part du projet correspondrait aux besoins du collège. L'étude de faisabilité se poursuit par une étude de programmation. Quant au gymnase Lamartine, comme son homologue du RID, le gymnase Lamartine a bénéficié d'une étude de faisabilité qui se poursuit par une étude de pré-programmation. L'analyse prospective nous permet de démarrer cette ambitieuse opération de réhabilitation et d'extension à partir de 2026. Le coût prévisionnel de ce projet est estimé à environ 8 millions d'euros. Merci. Merci. Et le projet d'épicerie sociale, Alexis Yvon. Monsieur le maire, qu'est-ce qu'une épicerie sociale et solidaire? Une épicerie sociale et solidaire fonctionne comme n'importe quel commerce de proximité. Elle propose une offre diversifiée de produits alimentaires, d'hygiène et d'entretien. Ces produits sont proposés en libre service et chaque usager peut donc choisir et se servir librement parmi les rayons. Les usagers sont accompagnés de bénévoles. L'épicerie sociale et solidaire propose également des moments d'animation par des ateliers autour de l'alimentation, de la gestion de budget, etc. Les bénéficiaires doivent participer à un atelier par mois. L'épicerie sociale gérée par l'association Les Épis se situe 39 rue du Marais à Bischheim, dans un immeuble privé. Le propriétaire actuel a souhaité vendre son bien au promoteur Boulle qui développe un petit ensemble immobilier en co-conception. Afin que l'activité de l'épicerie puisse se maintenir à cette adresse, la ville de Bischheim a travaillé avec le promoteur pour qu'il intègre à son projet un local de 230 m²
fonctionnel et accessible, répondant aux besoins de l'association. La ville de Bischheim se porte acquéreur du local en VFA. Les travaux débuteront courant du premier trimestre 2022 et devraient durer 18 mois. Pendant cette période, la ville organise le relogement provisoire de l'épicerie sociale à l'arrière du centre technique municipal sur un terrain dédié avec stockage. L'espace de vente est également installé dans un ensemble modulaire. La conseillère sociale de l'association continuera de recevoir les bénéficiaires dans un bureau mis à disposition à la Villa Arc-en-Ciel. Les locaux actuels datent de plus de 20 ans, sont devenus vétustes et de nouveaux besoins se font jour. Aussi, ce projet permettra de répondre à l'ensemble des attentes des usagers, de l'association et des CCAS des 3 villes qui restent partenaires pour le fonctionnement de cette épicerie sociale au quotidien. Le coût prévisionnel pour ce projet est d'environ 700 000 euros. 581 112 euros pour l'acquisition en VFA des locaux et 120 000 euros pour l'aménagement du mobilier et pour la période transitoire. Merci. Merci. Donc, les adjoints en compétences vous ont donc présenté les grands projets d'investissement que nous avons prévus pour les années à venir. Et j'aimerais quand même que nous mettions un petit focus sur ce qu'on appelle le budget participatif, qui intéresse beaucoup de monde. Et donc, Emmanuel Abella va nous en dire un mot. Micro. Première initiative citoyenne en 2021. Nous avons l'intention de conforter cette dynamique en augmentant le montant de ce budget participatif. Nous passons donc de 20 000 à 50 000 parce que nous avons pleinement conscience que cette affectation favorisera des choix formulés par les habitants de la ville, quels que soient les quartiers concernés. Elle conduira à des projets dont on espère qu'ils nous surprendront. Le budget participatif ou budget citoyen est une possibilité qui s'offre à la population de peser sur les décisions de la ville et un mode d'expression direct en fonction de ses besoins effectivement ressentis dans tous les domaines, qu'ils soient social, associatif, environnemental ou culturel, etc. Cela tient parfois de la nécessité, mais aussi du simple confort, avec un objectif affiché, le bien-être de chacun dans un cadre de vie adapté. Si nous avons pu constater, cependant, pour l'instant, chez les habitants une pointe de timidité dans l'élaboration de ces projets, nous devons davantage communiquer sur ces possibilités qui s'offrent à eux. Nous utiliserons à cet effet les outils de communication habituels pour mieux les informer et adosserons la démarche à la nouvelle plateforme de démocratie numérique qui verra le jour les prochains jours, les prochaines semaines. Nous serons en mesure de les accompagner en amont afin de les rendre pleinement autonomes dans leurs choix, d'assurer le suivi et l'évaluation en toute transparence et selon des critères clairement définis de chacun des projets. Vous le constaterez, à Bischheim, nous exprimons fortement l'envie de favoriser une citoyenneté active et impliquée en nous appuyant sur ce très bel outil citoyen, le budget participatif. Je vous remercie. Merci. Et puis à présent, venons-en au fait avec les présentations des finances, avec l'intervention de René Bandol. Merci Monsieur le maire, merci aux adjoints d'avoir présenté ces projets. On parle de culture, on parle d'éducation, on parle de sport, on parle d'accompagnement social et de démocratie ou de budget participatif, tout ce que nos concitoyens ont besoin pour vivre mieux à Bischheim, avec l'annonce du maire, à savoir un désendettement très important de notre commune depuis 2012, une dette qui s'élève à 12 413 000 euros pour une dette par habitant de 715 euros, qui est bien inférieure à la strate qui, elle, s'élève à 846 euros. Et une capacité de désendettement à ce jour de 2,7 années, ce qui est largement en dessous de la strate des communes identiques, comme l'a dit le maire, avec pour nous une capacité à terme de continuer à financer des projets structurants comme nos collègues ont pu vous les énumérer. Cette dette avec un autofinancement de 5 66 000 et un financement qui va jusqu'à 8 451 000 euros, c'est-à-dire 33%, qui est lié évidemment à des dépenses qu'on n'a pas fait pour le Covid, l'activité culturelle, même si la Covid a eu un coût pour notre commune, mais on a là une capacité d'autofinancement très importante et très engageante pour les années à venir.
On va à la suite. Voilà. Donc là, vous avez les recettes qui s'élèvent à 57% des recettes fiscales, 36% de dotation et 7% de tarifaire classique pour notre conception de budget. Comme chaque année, ce sont des valeurs, enfin des variables assez stables. Les recettes réelles d'investissement, les cessions de vente et biens qui pourraient s'élever à 2 millions d'euros. Ce n'est pas toutes les années que nous avons des possibilités de cession de biens. Elles sont variables. Les subventions notifiées pour environ 1,1 million d'euros. Les remboursements du fonds de compensation de la TVA aux alentours de 370 000 euros. Et les taxes d'aménagement pour environ 130 000 euros. L'emprunt est toujours la variable d'ajustement. En 2021, il était à hauteur d'1,7 million réalisé pour les projets Atome. Et pour 2022, le projet de budget prévisionnel prévoit 2,5 millions, toujours pour Atome. Voilà la présentation de notre débat d'orientation budgétaire. Je réaffirme aujourd'hui que les finances de notre commune sont très saines, que le désendettement engagé va nous permettre de penser demain à continuer de travailler sur des structures scolaires, sociales et culturelles. Je tiens à remercier les gens qui participent régulièrement à la commission finances et évidemment Sandra et son équipe, puisqu'elle nous présente régulièrement en toute transparence et avec pertinence, et lorsqu'on a des questions, elle y répond le plus rapidement possible. Donc j'affirme de ma place d'adjoint aux finances que l'avenir nous appartient, même si, comme l'a dit le maire, le coût des matières premières et d'autres choses, la fragilité du monde, doit quand même faire qu'ensemble nous puissions continuer à penser Bischheim demain. Bon, je me joins aux remerciements et puis j'ouvre le débat. Qui souhaite s'exprimer? Oui, Madame Delion. Voilà. Donc, Madame Delion, c'est pour le compte rendu. Merci, pas de souci. Merci, Monsieur le maire. Tout d'abord, Monsieur le maire, nous vous félicitons. Oui, nous vous félicitons pour votre gestion digne des plus grands orthodoxes financiers. Car oui, il faut reconnaître que la gestion rigoureuse de la ville de Bischheim a permis d'améliorer sa situation financière au fil du temps, avec aujourd'hui un taux d'épargne net en hausse, 13,98%, un taux d'endettement en baisse, 61,24%, et une dette par habitant qui s'établit en 2021 à 715,58 €, niveau en dessous de la strate, avec une baisse de 42,52% depuis 2012. Ces quelques ratios font apparaître une gestion saine, vous l'avez dit, ce qui est très bien, d'un point de vue strictement budgétaire. Mais attention à ne pas avoir les yeux trop rivés et uniquement rivés sur les indicateurs. Car en effet, les bons chiffres ne suffisent pas toujours à faire une bonne politique, surtout s'ils sont produits pour eux-mêmes. Les chiffres doivent traduire une ambition, un pilotage pour la ville de Bischheim. Or, l'orientation budgétaire que vous nous proposez dans la lignée des précédentes traduit bien l'ambition de produire de bons chiffres, avec une baisse du budget de fonctionnement et une limitation des investissements, mais c'est tout. Ou qu'en est-il des besoins et des attentes des citoyens? C'est inquiétant pour l'avenir. Jusqu'où va-t-on aller dans l'orthodoxie budgétaire à Bischheim? Avec 2,7 années de capacité de désendettement en 2021, alors que le maximum est à 8 pour la première zone d'alerte, quel sera donc votre prochain objectif? 2 ans de capacité de désendettement? Jusqu'où peut-on aller et surtout dans quel but? Avec quelle vision pour Bischheim? Faire des économies pour faire des économies, c'est de l'argent qui dort et c'est contre-productif. Ou alors, n'y aurait-il plus de besoin à Bischheim? N'y aurait-il plus de projets à financer dans un contexte de crise sanitaire et climatique? En fait, nous ne pouvons pas soutenir la présentation de vos orientations budgétaires, et ce à plusieurs titres. Concernant la poursuite des efforts sur le budget de fonctionnement, elle risque d'une part de peser directement sur la qualité de vie au travail et la qualité du service public, et d'autre part de priver les Bischheimois d'équipements, d'infrastructures et de politiques de soutien et de solidarité. Concernant la poursuite de votre politique de désendettement, elle fait peser le risque de payer plus cher demain
des dépenses qui ne seraient pas engagées aujourd'hui. Elle fera supporter aux citoyens de demain les dépenses que l'on pourrait engager dès aujourd'hui. Elle est contracyclique dans un contexte économique où les taux sont relativement bas. Elle est contracyclique dans un contexte de relance économique où les collectivités doivent jouer un rôle moteur pour l'économie nationale. Et elle semble ignorer l'urgence des mesures d'accompagnement liées à l'urgence climatique. Alors, les finances sont certes saines à Bischheim, mais monsieur le maire, vous avez les moyens d'une politique plus ambitieuse pour les habitants. Malheureusement, vous poursuivez cette année encore votre logique court-termiste et continuez à serrer la ceinture des habitants dans un contexte économique, social et climatique qui demanderait, à notre avis, l'inverse. Merci. Autre intervention, Christelle Laforêt. Ah oui, c'est bon. On n'entend pas. Marche pas? Tu peux passer le micro, là? Celui-là? Merci. Alors, Monsieur le maire, monsieur l'adjoint aux finances, chers collègues, nous sommes réunis ce soir pour analyser la première étape du cycle budgétaire annuel de notre commune, le rapport d'orientation budgétaire, puis maintenant son débat. Étape essentielle qui permet de nous rendre compte de la gestion de Bischheim. Ce ROB nous donne des indications sur les priorités de la municipalité, sur les évolutions de la situation financière préalablement au vote du budget primitif qui aura lieu le mois prochain. À la lecture de ces 17 pages que constitue le ROB, les orientations qui sont inscrites s'inscrivent dans la droite ligne de la politique que vous avez initiée depuis votre élection, donc il n'y a pas spécialement de surprise. Il manque néanmoins un volet qui n'est pas abordé dans le ROB. En effet, le 5 juillet 2020, votre allocution lors de votre installation, un des premiers points évoqués, et je vous cite, Monsieur le maire, les Bischheimois ont exprimé pendant la campagne une très forte attente en lien avec les incivilités. Sur ces questions, nous devons agir plus fort. Améliorer la qualité de vie et le bien vivre ensemble, comme vous le mentionnez en page 2 de ce ROB, passe également par la tranquillité publique et la sécurité de nos concitoyens. J'invite d'ailleurs à cette assemblée et les gens qui nous écoutent à aller consulter le site du service statistique ministériel de la sécurité intérieure qui est très intéressant et qui est la base des crimes et délits enregistrés par la police et de la gendarmerie. Pensez-vous étoffer l'effectif de la police municipale? Dans les effectifs que vous nous avez donnés, pour l'instant, il y a 3 agents titulaires. Le cadre de vie d'une commune doit être pris dans son ensemble. Nonobstant ce manque dans ce ROB, une grande partie des projets que vous proposez nous satisfont et nous estimons que ça va dans le bon sens. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur certains points côté de nous. Je pense que ce sont des projets structurants qui sont essentiels pour l'évolution de Bischheim. Et au niveau solidarité, enfin, je ne vois pas ce qui manque, hein, enfin, je trouve que c'est quand même assez complet. Cependant, nous devons emprunter pour financer ce programme d'investissement, puisque notre capacité d'autofinancement ne nous permet pas de tout financer. Un premier emprunt d'1,7 million d'euros a été souscrit en 2021, et pour 2022, vous envisagez un nouvel emprunt de 2,5 millions. Pour rappel, la dette structurelle de notre commune est composée déjà de 14 emprunts. Il est vrai qu'emprunter pour les collectivités est intéressant depuis plusieurs années. Mais attention, avec le rattrapage de l'économie, le soutien monétaire procuré par les banques centrales pourrait atténuer dans les mois à venir la volonté d'emprunter. Je pense que vous avez lu la loi de finances de 2022 qui prévoit une remontée des taux en 2022. Donc j'imagine que dans le budget qui va nous être présenté, vous avez effectivement envisagé cette possibilité. Un autre point de vigilance, page 13 du ROB, vous anticipez des montants de subventions, notamment pour les projets de l'école Atome et le sapin vert. Alors, je pense qu'il faut faire attention avec les montants qui sont donnés. Quand je les observe, je les regarde, je pense que, notamment sur l'école Atome, à mon avis,
on aura moins que ce qui est dit. Et je pense que sur le projet Sapin Vert, il y en aura sûrement plus. Par contre, je suis assez dubitative sur le montant du FEDER. On en a un peu discuté. Je suis dubitative parce qu'en fait, les fonds n'ont pas été votés, c'est-à-dire l'enveloppe globale, je dis bien, donc n'a toujours pas été votée. Donc, tant qu'on ne connaît pas l'enveloppe globale, il est difficile de savoir ce qu'on va donner aux différents projets. Et c'est quand même, vous estimez à 1 500 000 enfin, pour l'atome et Sapin Vert, 500 000 euros, qui ne sont pas des sommes anodines. Donc je me dis que si vous avez prévu ces sommes-là, alors qu'on n'a vraiment aucune idée, mais vraiment aucune idée de ce que la ville de Bischheim va recevoir, c'est un chiffre pour moi complètement aléatoire. Donc voilà, enfin, pour moi, ces chiffres n'ont pas lieu d'être dans le budget à l'heure actuelle. Voilà, c'est vraiment... enfin, les 1 500 000, je ne vois pas comment vous arriverez à les obtenir. Les projets d'investissement vont de facto inverser le processus de la diminution depuis plusieurs années de la dette par habitant. Ce que je peux souligner sur ce point, c'est qu'il y a effectivement de la bonne et de la mauvaise dette. Et je dirais que pour consacrer ces dépenses pour une école, pour moi, c'est effectivement important et j'estime qu'on peut s'endetter pour ce genre de projet parce que nos enfants méritent effectivement de travailler dans de bonnes conditions. Concernant le taux de base de la taxe foncière, alors qui reste effectivement le même sur Bischheim, et ça, effectivement, c'est une bonne chose, d'autant plus que le projet de loi, enfin la loi de finances 2022, prévoit une revalorisation forfaitaire des valeurs locatives foncières de plus de 3,4%. Et histoire de mettre une pression fiscale encore un peu plus importante, l'Eurométropole va augmenter de 3,5 points. Donc je ne crois pas que tous les propriétaires de Bischheim soient des milliardaires. Donc pour conclure, notre autonomie financière, pour moi, est toute relative. Notre commune est dépendante à l'attribution des subventions et de dotations, ce qui nous laisse une marge de manœuvre quand même qui est parfois restreinte. Et comme vous le dites, tout cela est bien hypothétique, vous l'avez répété dans le DOB, mais je dirais que c'est même plus que hypothétique. D'ordre général, sous couvert du plan de relance au niveau national, le gouvernement remplace les recettes fiscales locales par des dotations de l'État, et ceci n'est plus ni plus ni moins qu'une volonté de dominer les collectivités. Et en fait, c'est une tutelle qu'on met sur nos collectivités. Et donc, on va en fait complètement dépendre de l'État et du bon vouloir de ce qu'ils voudront bien nous donner. Merci pour votre attention. Merci. Gérard Chan. Oui, monsieur le maire, nous avons des points d'accord et des points de désaccord avec vous ou avec votre équipe ou avec Christelle. Effectivement, un débat d'orientation budgétaire sert à donner des perspectives. Le budget lui-même, nous aurons à nous prononcer dessus d'ici quelques semaines et ne sera que la traduction chiffrée de ces orientations. Et pour faire suite à ce que disait ma voisine et collègue, la seule boussole des ratios ne saurait constituer une orientation politique, à nos yeux. Alors je sais bien, pour beaucoup d'élus, ces ratios représentent l'alpha et l'oméga d'une politique publique. Mais ce sont ces raisonnements-là, mis en œuvre depuis bien trop d'années dans notre pays, qui nous ont conduits là où nous en sommes. À avoir un hôpital incapable, malgré le dévouement et l'engagement des personnels, incapable de faire face à une crise sanitaire majeure. D'ailleurs, la question je fais une parenthèse, la question de la reconnaissance du travail par un salaire décent est d'actualité dans l'ensemble des services publics, y compris dans nos collectivités, et il serait temps qu'on se penche sur cette question-là. La question se pose très largement, mais les difficultés liées à des recrutements dans beaucoup de services et dans beaucoup de services publics ne sont pas étrangers au fait de la question, la manière dont on traite de manière salariale nos agents. C'est ce même raisonnement qui est à l'origine de la déshumanisation, effectivement, d'un certain nombre de services publics, qui a conduit, par exemple, à la fermeture du service des impôts à Schiltigheim,
C'est ce même raisonnement qui, lors de précédents mandats à l'Eurométropole, a conduit à réduire son action, ce qui fait que certains se plaignent de trous dans les chaussées à Bischheim. Mais c'est surtout ce raisonnement appliqué depuis 3 quinquennats qui a conduit l'État à réduire les dotations des collectivités, mais aussi à réduire à quasiment zéro, vous l'avez dit, leur autonomie financière. Petite parenthèse sur le point précédent, les marchés, la liste des marchés publics de l'année 2021, j'ai fait le calcul, sur grosso modo 16 millions de dépenses qui sont listées. Notre ville en a dépensé 15 pour des entreprises locales, plus de 94%. Ce sont ces collectivités qui sont moteurs de l'économie locale, nos collectivités locales. Et nous l'avons souvent rappelé, et là on a des chiffres très précis. Ces collectivités malmenées ont montré à l'occasion de la crise sanitaire qu'elles sont en première ligne lorsqu'il s'agit de répondre très concrètement aux besoins des habitants. D'ailleurs, dans la logique dont je parlais précédemment, celle de restreindre évidemment les dépenses de fonctionnement pour dégager de l'autofinancement, pour payer l'investissement autrement que par de l'emprunt, certains, dans ce même raisonnement, qu'on entend déjà à l'occasion de la campagne présidentielle, s'apprête à mettre en place une cure d'austérité, à faire payer le quoi qu'il en coûte aux collectivités dans les années à venir. La Cour des comptes, qui parfois sort de ce que j'appellerais, moi, ses fonctions, en faisant de la politique, dans le rapport qu'elle vient de rendre cette semaine, identifie des secteurs dans lesquels il faudrait une cure d'austérité très rapide. Et voilà les secteurs identifiés. Le système de retraite, l'assurance maladie, les politiques de l'emploi, les minima sociaux et la politique du logement. Manque plus que l'éducation pour être au complet. À croire que ces gens vivent sur une autre planète, qui n'auraient pas connu de crise sanitaire. Reproduire et renforcer ce qui nous a menés dans le mur, voilà ce qu'on va nous demander de faire. Voilà. Non, c'est dans des périodes de crise que la puissance publique doit répondre présent. C'est le moment pour remuscler le service public et pour investir fortement, car la prochaine crise est déjà là. La sanitaire n'est pas encore terminée, que celle de l'énergie est déjà là. La crise énergétique, qui est très sensible, ou qui se fait sentir de manière très sensible actuellement, et pas seulement pour les collectivités, mais aussi pour nos concitoyens, sera au cœur des préoccupations dans des mois, voire les années à venir, parce qu'évidemment, ce n'est pas simplement une crise conjoncturelle, mais on est bien dans du structurel. Et cette intervention, oui, je l'avais préparée avant l'intervention militaire de ce matin, qui évidemment ne fera que renforcer ce problème. Il nous faut donc investir massivement dans des économies d'énergie, voire dans la production des énergies, et je parle des énergies renouvelables. Chacun devra faire à son niveau, y compris la ville de Bischheim. Les factures continueront à grimper pour nos concitoyens, impactant sérieusement ce qu'on appelle globalement le pouvoir d'achat. La question de la tarification solidaire des services publics à Bischheim est donc fortement d'actualité. Mais aussi la question des financements de l'investissement par l'emprunt. Monsieur Bandol, l'emprunt n'est pas une variable d'ajustement, ça peut être une vraie politique qui consiste à ne pas faire payer aux gens maintenant, aux concitoyens maintenant, des investissements qui sont faits pour durer 20, 30 ans, que chacun, à un moment donné, puisse y prendre sa part. Bref, comme l'a dit ma collègue, sauf à estimer qu'il n'y a plus de besoins en équipement, des besoins en solidarité, les orientations que vous exposez ne permettront pas de répondre aux enjeux des urgences actuelles et à venir. Puis permettez-moi quand même de rajouter sur cette question énergétique un petit mot à la lumière de ce qui se passe en ce moment en Ukraine. 2 mots. D'abord, une pensée pour le peuple ukrainien, évidemment, et une désolation pour la faiblesse de l'Union européenne dans ce dossier. Il fallait que je le dise, merci. Mais 2 mots pour ceux qui voudraient, sur les questions énergétiques, relancer
le nucléaire, dit civil en France. La production d'énergie par des centrales nucléaires, soit de deuxième, soit de troisième génération, je sais que c'est très répandu dans le débat public actuellement. L'énergie nucléaire n'est pas une énergie renouvelable, son combustible s'appelle l'uranium. La France, actuellement, n'en produit pas un gramme. À eux seuls, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan et la Russie produisent plus de la moitié de l'uranium mondial. Le Kazakhstan, premier producteur, dirigé par une marionnette de Poutine, ex-ambassadeur de l'Union soviétique en Chine. L'Ouzbékistan, un régime de parti unique, un président élu à près de 90%, un ami de Poutine, loin d'être une démocratie. Et la Russie, je n'en parle même pas. Voilà, je ferme la parenthèse, je voulais juste apporter ça suite aux événements d'aujourd'hui, à nos portes, pour dire que ceux qui voudront miser sur l'énergie nucléaire pour le temps à venir sont ceux qui sont prêts à signer un bail avec Poutine. Voilà. Alors, pour terminer, deux, trois mots quand même sur les perspectives que vous tracez pour Bichheim. Oui, je l'attends. Non, mais parfois, il y a des moments voilà, oui, qui sont... Je comprends. Il y a des moments voilà. où il faut dire des choses. Deux, trois mots. Des perspectives, vous en tracez même... je trouve que vous n'êtes pas assez ambitieux. Parce que si j'ai bien compris dans la présentation, vous tracez des perspectives jusqu'à 2030. Puisqu'il y a des projets qui sont présentés qui ne commenceront qu'en 2026, soit le prochain mandat. Sauf sur 16 millions, on va engager 500 000 euros, je crois, sur un projet avant 2026 pour pouvoir bénéficier des... Voilà, ce qui est plutôt intéressant, bénéficier des cofinancements de l'ANRU. Mais le projet lui-même, les 16,5 millions, c'est déjà pour le mandat suivant. C'est-à-dire que là, vous engagez, si je rajoute Lamartine 8 millions, on est déjà quasiment, si on reste à ce niveau d'investissement, on a engagé les 2 tiers du mandat suivant déjà en capacité d'investissement. C'est pour ça que je vous encourage à aller plus vite, à faire plus. Les ratios le permettent, comme vous dites, la bonne situation le permet, il faut y aller, il faut préparer le territoire à la résilience pour les prochaines crises. Merci. Merci. Y a-t-il encore une intervention ? Oui, merci Gérard d'avoir amené le débat un peu. Ouais, bon. Je suis très heureux qu'on me dise que je ne suis pas assez ambitieux. Généralement, dans toute ma carrière professionnelle, on m'a toujours trouvé trop ambitieux parfois et d'aller trop vite. Mais bon, on verra. Alors, je laisse René répondre aux questionnements techniques et puis je conclurai par un petit mot politique aussi. Quelques éléments. Donc, on va quand même investir 7 millions d'euros en moyenne par an sur des éléments structurants, évidemment avec des subventions qui sont aléatoires. C'est pour ça que nos chiffres aujourd'hui sont à une référence historique de ce qui pourra se passer. Ça veut dire aussi que si ces subventions sont inférieures, il va falloir qu'on s'endette davantage et qu'il va falloir qu'on puisse s'endetter. L'autre élément qui, moi, me paraît quand même juste probant, c'est la Covid, l'instabilité du monde, ce qu'on a eu à gérer, qu'est-ce qui va se passer jusqu'à la fin de la mandature. On n'est pas à l'abri d'eux. Et à ce moment-là, il va peut-être falloir se réendetter sur des objets. Le coût des matières premières, Monsieur Chan, vous en conviendrez, peut augmenter et faire passer un coût à 900 000 euros supplémentaires à trouver. Il va falloir les trouver. Sur le personnel, nous sommes passés de 249,77 équivalents temps plein à 253,55 agents. Donc on n'a pas réduit le nombre d'agents non plus. C'est important, on en conviendra. Et en fait, la suite de notre mandature va nous amener en 2026. Et quand Gérard dit l'endettement, oui, nous, on prend l'endettement à la hauteur des engagements qui ont été les nôtres dans notre campagne sur les projets dont on vient de vous faire un historique et un futur. Est-ce qu'il faudra aller plus avant ? Dans 2 ans, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. L'année prochaine, peut-être pas non plus. Donc je pense que c'est suffisamment actif et peut-être précautionneux, mais le monde va tellement mal, tu l'as dit. Voilà. Une intervention. Oui, vas-y. Oublier un petit élément par rapport aux propos de M. Abella qui parlait
de pointe de timidité de nos concitoyens par rapport au budget participatif, j'imagine, c'est une très belle initiative. 50 000 euros, d'ailleurs, c'était une de nos propositions, 50 000 euros de budget participatif dans la campagne. Quand elles sont bonnes, on les reprend. Oui, mais j'espère que, parce qu'on n'a pas eu vraiment le bilan, mais j'ai bien compris dans la timidité de nos concitoyens qu'il y a un reliquat sur 2021, donc il va peut-être se rajouter à ces 50 000 euros, ce reliquat. Non. Alors tu comprends, tu connais bien le fonctionnement. En budget fonctionnement, ce qui n'est pas dépensé n'est pas dépensé. Hein. Donc c'est 50 000 pour cette année, en espérant qu'on puisse arriver à avoir des projets ambitieux pour les dépenser. Et si vraiment il devait y avoir quelque chose de phénoménalement intéressant, je pense qu'on pourrait encore trouver quelques financements s'il fallait le compléter supplémentaire. Voilà. Donc, merci pour ces interventions. L'orientation budgétaire, c'est un débat. Bien entendu, je ne voulais pas reprendre les interventions des années précédentes, il y a autour des années 2010, où sur les mêmes bancs, on disait exactement le contraire de ce qu'on dit aujourd'hui. La ville va à la faillite, vous dépensez trop, vous ne faites pas d'économies, vous avez des projets qui dépassent la capacité de remboursement, etc. Bon, non, naturellement, je comprends que les personnes qui dirigent aujourd'hui l'Eurométropole et qui flambent à tout va, sur le dos du contribuable, parce que multiplier un taux par 4, ça, il faut le faire, voilà. Arriver à proposer 12 ans d'endettement, de capacité de remboursement, oui. Alors, peut-être que si ça rentre aujourd'hui encore, le seuil d'alerte est de 6 ans ou 7 ans, je ne sais pas, 8 ans. Ça va monter à 10, peut-être à 12. Donc, ça ne veut pas dire que nous ne soyons pas en mesure d'accélérer les projets que nous avons. Par contre, aujourd'hui, Christelle l'a rappelé pour les subventions, nous avons inscrit un certain nombre de propositions, mais il faut inscrire quand on fait des projets, parce que les subventions ne viennent pas en amont. On ne peut pas demander une subvention pour un projet qui n'existe pas, qui n'est pas... Voilà. Donc, on a certaines... Aujourd'hui, nous avons eu la chance, c'est pas grand-chose, mais d'avoir un peu plus qu'une subvention qui est inscrite, qui est à 540, elle devrait être à 565. Alors, ça ne fait pas énorme, mais je veux dire qu'on a mis des... et ça, je dois dire que Sandra est très rigide là-dessus, elle n'inscrit que ce qu'elle est à peu près sûre d'avoir. Bon. Maintenant, si cette subvention d'un 5 n'était pas à la hauteur, il faut quand même faire le projet. Donc, effectivement, je pense qu'un maire, pour être sérieux, il doit avoir une gestion appelée rigoureuse. Ça ne veut pas dire qu'il faille tout bloquer. Et moi, je revendique ce résultat qu'on est capable de vous donner. Après, il y a un certain nombre d'autres dépenses. Je parle de la sécurité. Je n'ai pas changé d'avis là-dessus. On parle de police municipale. Oui, la police municipale de Bischheim posait quelques problèmes et il fallait qu'on recrée tout cela. Alors, effectivement, aujourd'hui, seule une agente est encore là. Le nouveau responsable qui a été recruté viendra au mois d'avril. J'ai sollicité la ville de Strasbourg pour le libérer plus rapidement. On m'a dit c'est impossible parce que nous avons un manque d'effectifs flagrant, donc on ne peut pas vous le lâcher avant. Et ce que nous souhaitons, c'est d'avoir une police municipale avec 4 personnes, puisqu'il y a 2 véhicules, 2 équipes de 2, ça c'est toujours l'objectif, mais basé sur des bases solides, avec un patron fort, et qui sera amené à recruter les 2 personnes complémentaires. Je ne sais pas dans quelle rapidité, mais nous aimerions le faire le plus rapidement possible. Nous avons aussi des demandes de
caméras de vidéosurveillance. Il y en a une qui était installée place du marché, qui n'est pas encore mis sur le réseau parce qu'il y a des problèmes de fibre optique. Donc, s'il y a vraiment quelque chose des images à récolter, mais il faut le signaler. Et vous savez très bien qu'on ne récolte pas juste les images sur un simple coup de fil. Il faut une plainte, il faut des raisons, etc. La caméra en face de la mairie, le poteau est installé. Nous la réclamons à corps et à cri. Ça fait pratiquement 1 an. Alors, si tu peux nous aider au niveau de l'Eurométropole de bousculer un petit peu, cette caméra est importante aussi parce qu'on a aussi des critiques au niveau du fonctionnement de la circulation des incivilités sur la route de Bischwiller. Une caméra permettrait de suivre cela. Alors, nous avons également à l'étude à l'heure actuelle, comme l'ont fait d'autres communes, comme Lingolsheim ou Ilkirch, d'avoir en parallèle un circuit de caméras ville. Ça a un investissement, donc on est en train d'y réfléchir. Ce sera une proposition qu'on vous fera. Voilà, donc on est en train de voir là-dessus. Donc la sécurité, oui, et je ne change pas ce que j'ai dit, et je suis tout à fait d'accord, c'est quelque chose de permanent, mais la sécurité, c'est au sens large, hein. C'est les voitures qui sont garées sur les trottoirs pour empêcher les gens de pouvoir circuler, d'aller sur la route, enfin, c'est vraiment quelque chose de très... Voilà, donc, sinon, nous aurons donc l'occasion au budget de mettre ça en musique. Bien évidemment, nous avons toujours l'ambition, et c'est dans mes gènes, d'aller le plus rapidement possible. Maintenant, il est certain qu'un projet comme l'école Prunelier, le groupe scolaire Prunelier, Prunelier-Lauraquère, puisque Lauraquère ne peut pas non plus être réhabilité, donc il faut trouver une nouvelle école pour là-bas, c'est un projet qui devra se faire en fonction des capacités financières de la commune. Mais il faut le préparer. Alors, je pense que peu importe comment se situera dans le futur les compositions de ce conseil, mais je pense qu'aucune équipe ne tirera un trait sur un projet de construction scolaire de la seule école qui doit encore être construite en lien avec l'ANRU et avec le quartier des écrivains qui nécessite également un équipement digne de ce nom. Voilà. Gérard, oui. Et non, puisque tu m'as interpellé en tant que membre de la majorité à l'Eurométropole, oui, nous assumons à l'Eurométropole un certain nombre de choses, comme nous assumons des projets, de mener à terme des projets dans la continuité républicaine, qui n'étaient pas les nôtres et qui nous coûtent un bras, il faut le dire. Voilà, nous les menons à terme et nous avons d'autres projets ambitieux pour, effectivement, je parlais de résilience du territoire en termes de mobilité, offrir des possibilités aux concitoyens de se déplacer autrement qu'en voiture, par exemple, en perspective de ce que je disais par rapport au coût de l'énergie, etc., qui va flamber. Et on parlait tout à l'heure en introduction d'un projet qui concerne Bischheim. C'est un projet ambitieux pour offrir des alternatives à nos concitoyens quand l'énergie commence à être hors de portée, hors de prix de certains de nos concitoyens. Parfait. Ça nous donnera l'occasion d'avoir de beaux débats et dans cette salle. Un de tes collègues a rappelé hier soir que ça avait déjà été très animé autour de ce sujet dans cette salle et qu'il se réjouissait de revenir pour remettre un petit peu le débat. Voilà, ce dossier est donc clos. Nous prenons donc acte, je crois qu'il n'y a pas de vote, enfin on prend acte que le débat a eu lieu et nous finissons par une question orale posée par Gérard Schad. Tu l'as parce que moi je l'ai, hein, je peux te la prêter. Voilà. Quand on range mal ses affaires. Tu l'as vu, sérieux? Non. Oui, je l'ai. Ouais. Monsieur le maire, il y a quelques années, la ville de Bischheim a aménagé un parking rue de l'église, jouxtant la maison alsacienne qui depuis a été réhabilitée. Ce parking fermé par une barrière était pensé comme une possibilité de stationnement pour les visiteurs de la salle du Cercle, à proximité notamment à l'occasion des spectacles et animations
qui s'y déroulent, ainsi que pour faciliter la dépose des enfants par leurs parents pour le jardin d'enfants. Ce parking a donc été fermé par un dispositif de plot pour éviter le stationnement des voitures ventouses. Depuis plus de 2 ans, l'accès de ce parking a été modifié et il était ouvert à tous les riverains. Mais ces derniers jours, le dispositif empêchant l'accès des riverains a de nouveau été mis en service. Tout ceci m'amène à vous poser la question sur le statut de ce parking, d'autant plus qu'il semble accessible aux locataires de la maison alsacienne qui ont accès à 4 places réservées. Donc en résumé, ce parking appartient à qui y a accès? À quelles conditions? Merci pour les réponses que vous apporterez à ces questions. Pour rappel, la ville de Bischheim a signé un bail amphithéotique avec le propriétaire de la maison alsacienne qui loue 2 appartements et qui paye un loyer annuel très modique à la ville de Bischheim. Merci, monsieur le maire, pour la réponse. Voilà, donc je vais vous donner lecture de la réponse. Le terrain donc a été acquis par la ville en 2005 pour accroître l'offre de stationnement, notamment pour les utilisateurs de la salle du Cercle. C'est un terrain de plus de 8 ares. Le parking a été aménagé conformément à cette destination et une borne d'accès y a été installée afin de limiter les stationnements de longue durée, les voitures épaves, etc., qu'on a l'habitude. Un accès a également été ouvert sur certains créneaux pour la dépose au jardin d'enfants. Et la maison alsacienne était alors restée en l'état d'abandon. La démolition n'était pas pertinente et la réhabilitation était hors de prix. C'est un autre sujet, on pourrait revenir faire le bilan là-dessus, mais ce n'était pas le sujet de la question. En 2018, une partie de ce terrain, représentant 2,6 ares, a été déclassée du domaine public, on a eu une délibération à ce sujet d'ailleurs, pour que les besoins réglementaires de stationnement liés à la réhabilitation de la maison alsacienne soient pourvus. Le permis n'a pu être délivré que s'il y avait la création de 4 places de stationnement. Et donc, celles-ci ont été intégrées au bail amphithéotique de la maison. Pendant la durée du chantier de cette maison, on a désactivé la borne pour pouvoir permettre aux camions d'y rentrer et de sortir. Donc, nous les avons laissés baisser durant la période de Covid, puisque à cette époque-là, l'offre culturelle était interrompue. Donc, ça n'avait pas de sens de fermer pour bloquer la possibilité pour les gens. Alors, aujourd'hui, la situation est la suivante. Le parking fait partie du domaine public de la ville. La borne a été remise en service afin que le stationnement réponde aux besoins liés à la salle du Cercle. Et cette dernière a en effet repris une activité importante et nous offrons une belle saison culturelle et avons un nouveau besoin de réserver ce stationnement. Par contre, entre 7h50 et 8h50, la borne est baissée pour fluidifier la desserte du jardin d'enfants pour les gens qui ne peuvent pas y arrêter. Voilà, alors je voudrais aussi profiter de cette question pour apporter donc les éléments d'information sur le projet de parking situé également rue de l'Église qui se fera sur le site de l'ancien garage IEC. Donc une ébauche de l'aménagement possible a été présentée hier soir aux riverains. Il y a une réunion dans cette salle pour la présentation de les projets de la rue nationale, jardin, église, etc. Et donc on pourrait créer environ 12 places de stationnement. Et à cette occasion, je pense qu'un fonctionnement coordonné de ces 2 parkings pourrait être à l'étude pour voir comment ça fonctionnera de manière le plus efficace possible. Ça te convient ? Parfait. Voilà, ben c'est sur ce point, nous arrêtons ce conseil municipal. Je salue toutes les personnes qui nous ont écoutés, j'espère que ça les a passionnés. Et, attends une seconde, et voilà, donc il y a toujours un peu d'animation à Bischheim, vous l'avez vu. Et donc, bonne soirée à toutes, bonne soirée à tous, et au prochain conseil, dans 1 mois exactement, pour le budget de la ville. Bonsoir.